Dans le monde glacial de 1984, le simple fait de penser, c'est déjà un crime. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on se rebelle? Eh bien, on va voir ensemble que la forme de défi la plus dangereuse, c'est l'amour. Oui, une relation interdite qui devient en fait l'acte de rébellion ultime. On pourrait se dire, bon, c'est juste une histoire d'amour. Mais non, il faut vraiment comprendre. Dans cet univers-là, la moindre connexion humaine qui n'est pas autorisée, ces trois petits mots griffonnés sur un bout de papier, eh bien ça devient immédiatement une question de vie ou de mort. Littéralement. Et voilà, tout commence ici, avec un geste fugace, presque invisible, mais tellement risqué. C'est juste un simple morceau de papier. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que ce papier va absolument tout changer. Il faut s'imaginer la tension. Un couloir du ministère, l'œil du télécran qui est constamment fixé sur tout le monde, et là, soudain, la jeune femme aux cheveux noirs, elle tombe. En apparence, c'est un accident, mais en réalité, son geste est parfaitement calculé. En l'aidant à se relever, Winston sent ce petit carré de papier se glisser dans sa main. C'est un risque, mais un risque insensé, pour elle comme pour lui. Et ce qui est fascinant, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête de Winston à ce moment-là. Pendant des heures, il est complètement déchiré. D'un côté, une paranoïa totale, et de l'autre, un espoir complètement fou. Est-ce que c'est un piège, un coup de la police de la pensée, peut-être même un ordre de suicide? Ou alors est-ce que ça vient de la fraternité, cette fameuse organisation clandestine presque mythique? Le choix, en gros, c'est la mort ou la rébellion. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce message? Finalement, il se décide, il déplie le papier. Et là, ce qu'il lit, c'est à la fois la chose la plus simple et la plus choquante qu'on puisse imaginer. Juste 3 mots. Je vous aime. Ce n'est pas du tout le message politique qu'il attendait, mais dans ce monde-là, c'est l'affirmation la plus politique qui puisse exister. C'est une promesse de vie, et en même temps, c'est une condamnation à mort. Bon, après ça, on quitte la grisaille oppressante du ministère. On bascule avec eux pour leur toute première rencontre. Et là, c'est une véritable évasion, une fuite vers un monde que le parti, qui ne peut pas, ou du moins pas encore, totalement contrôler. Et le contraste est saisissant. On passe du béton, de l'acier, à une clairière baignée de soleil, avec des jacinthes, le chant d'une grive. C'est un lieu qui vibre de vie, l'antithèse absolue du Londres du parti. C'est bien plus qu'une simple rencontre en fait. C'est leur tout premier, leur vrai goût de liberté. Pour Winston, ce moment a quelque chose de complètement irréel. Parce que ce paysage, il l'a déjà vu, mais seulement dans ses rêves. C'est ça qu'il appelle le pays doré. Et c'est comme si, pour la toute première fois, la réalité rejoignait enfin son désir le plus profond. C'est la preuve, l'espoir, qu'un monde où la beauté et la liberté existent encore est possible. Et là, on arrive vraiment à un point essentiel. Leur étreinte, ce n'est pas juste un acte personnel, intime, non. Il faut bien comprendre que dans le monde d'Océania, l'instinct sexuel est totalement réprimé. Il est canalisé pour alimenter la haine. Alors, leur acte d'amour physique, c'est un acte de guerre. Chaque baiser devient une bataille, chaque caresse une victoire, un coup porté directement contre le parti. Mais voilà, une rencontre dans les bois, ça ne suffit pas. Leur rébellion, elle s'intensifie. Ils sont prêts à franchir une nouvelle étape, une étape encore plus folle, encore plus dangereuse. Ils vont tenter de se créer un sanctuaire, un espace privé en plein cœur du territoire ennemi. Et c'est dans cette petite chambre, au-dessus de la boutique, que Julia apporte de véritables trésors interdits. Du vrai sucre, pas de la saccharine. Du pain blanc, un pot de confiture, du vrai café du parti intérieur. Ce ne sont pas de simples produits de luxe, non. Ce sont des armes. Ce sont des fragments d'un passé oublié, des vestiges d'une vie plus humaine qu'ils essaient, pièce par pièce, de reconstruire. Et il y a ce moment, peut-être le plus fort de tous, c'est quand Julia se maquille. Et là, elle le dit clairement, « Je vais être une femme, pas une camarade du parti. » C'est un acte de défiance pure. Elle refuse d'être cette simple camarade asexuée. Elle revendique son identité, son individualité, son droit d'être une femme, tout simplement. Le fameux presse-papier que Winston a acheté, il devient le symbole parfait de leur petit monde secret. La chambre, c'est la bulle de verre, et à l'intérieur, au cœur du cristal, il y a le petit corail, c'est leur vie à eux deux, préservée, comme figée dans une sorte d'éternité. Un monde parfait, mais un monde comme le verre, qui est aussi terriblement fragile. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi de leur rébellion, on va s'intéresser au pourquoi. Parce qu'au fond, on a affaire à 2 types de rebelles qui sont en fait très très différents. Leur motivation, elle ne pourrait vraiment pas être plus opposée. D'un côté, on a Winston. Lui, c'est le rebelle intellectuel, idéologique. Il est obsédé par l'histoire, la vérité objective, et il rêve de renverser le parti pour les générations futures. Et de l'autre côté, on a Julia. Sa rébellion à elle, elle est personnelle, physique. Elle s'intéresse au nous, ici et maintenant. Elle, ce qu'elle veut, c'est juste vivre, profiter, enfreindre les règles pour son propre plaisir. Les grandes théories, ça l'intéresse pas du tout.
Winston, d'ailleurs, il résume cette différence avec une phrase assez cinglante, mais finalement assez juste. « Tu n'es qu'une rebelle de la taille en dessous ». Pour lui, ça veut dire que sa rébellion est purement physique, instinctive. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour elle, c'est justement la seule forme de rébellion qui ait vraiment un sens, la seule qui soit concrète, réelle. Et c'est à ce moment précis que tout va basculer. Leur rébellion, qui était personnelle, intime, est sur le point de changer complètement de dimension. Ils vont tenter le tout pour le tout, rejoindre ce qu'ils croient d'être une véritable conspiration organisée. La rencontre avec O'Brien, c'est un choc, un vrai choc. Son appartement respire un luxe qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Mais le vrai symbole du pouvoir, le truc incroyable, c'est qu'il peut éteindre son télécran. Il faut se rendre compte, pour la toute première fois de leur vie, Winston et Julia sont dans un lieu sans aucune surveillance. Le silence a dû leur paraître assourdissant. Et là, O'Brien leur fait prêter un serment absolument terrifiant. En gros, il leur explique que pour combattre le parti, il faut être prêt à devenir aussi inhumain que lui. Il leur pose une série de questions. Êtes-vous prêt à donner vos vies ? Oui. À commettre des meurtres ? Oui. À jeter de l'acide sulfurique au visage d'un enfant ? C'est le prix à payer pour rejoindre la fraternité. Et à chaque question, même les plus monstrueuses, ils répondent oui. Ils sont prêts à tout sacrifier, y compris leur propre humanité, pour la cause. Sauf pour une seule chose. Quand O'Brien leur demande s'ils sont prêts à se séparer et à ne plus jamais se revoir, là, tous les deux, ils répondent non. C'est incroyable. Au final, leur lien personnel, leur amour, cette rébellion du début, ça reste la seule et unique ligne qu'ils refusent de franchir. Et c'est là vraiment que réside le cœur de leur espoir. Une idée qui est magnifiquement formulée par Julia. Elle le dit, ils ne peuvent pas entrer en vous. Le parti peut tout leur faire, les torturer, les forcer à avouer, les tuer. Mais ils ne peuvent pas les atteindre à l'intérieur. Ils ne peuvent pas changer ce que les gens ressentent vraiment. L'esprit, le cœur, ça reste le dernier sanctuaire. Du moins, c'est ce qu'ils... C'est cette conviction, au fond, qui les anime. Mais est-ce qu'une telle conviction peut vraiment survivre ? Dans un monde qui est entièrement, systématiquement construit pour démolir l'esprit humain, est-ce que le cœur peut vraiment rester une forteresse imprégnable ? C'est la question glaçante que le roman nous laisse et qui continue, encore aujourd'hui, de nous l'hanter.